Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, une grande date qui nous amène dans le vide interstellaire. Nous allons parler sur la chaîne de cinéma d'horreur de E.T. Hein? C'était horrible, le jeu vidéo. Mais de quoi tu parles? Oui, On non, a dit qu'on faisait le 25 mai 1979. Predator. Je vais le frapper. J'y suis presque. Oui, quelque part, oui. Alien. Ah bah quand même. Alien, le On se la 8e refait là parce passager. qu'on a été très très nuls. Ok? On arrive. 25 mai 1979, c'est... Alien, le 8e Allez, on y va. passager. Tiens, qu'est-ce que tu me fais avec ton doigt là? Bon bah on y va, hein, parce que... Attention les amis, là on attaque un gros, immense morceau du cinéma d'horreur, surtout du cinéma science-fictionnel, le croisement entre les deux avec Alien, le 8e passager, réalisé par Ridley Scott, que vous connaissez sûrement de nom ou de film, hein, j'en doute pas une seconde. Je veux dire, c'est quand même celui qui a réalisé le film qui m'a fait aimer le cinéma par excellence, à savoir Gladiator avec Russell Crowe, nominé aux Oscars et qui a remporté Oscar, et Joaquin Phoenix qui a remporté Oscar mais quelques années après pour le film de Joker. Quelques bons paquets d'années après. On lui doit également Blade Runner. Blade Runner. C'est bon, ça va, tiens, ça marche ce film-là. Mais également d'autres films aussi intéressants tels que Hannibal ou encore Seul sur Mars. Le film est porté par un scénario de quelqu'un non moins connu, peut-être un petit peu moins, mais quand même, à savoir Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, c'est pas n'importe qui. Il a fait le scénario de Life Force. Il a fait également L'invasion vient de Mars, de Toby Hooper. Il a fait Total Recall de Paul Verhoeven. Et il a également fait un autre scénario non moins intéressant, à savoir Planète hurlante de Christian Duguay. Je crois que c'est ça de mémoire. Donc il a fait que des bons scénarios. Il a fait que des bonnes choses, Don O'Bannon. Pardon. Le mec, il a quand même fait... Hémoglobine. Ce film n'existe pas, je sais pas ce que c'est, il a fait que des bonnes choses. Ouais, non, t'as raison, on va rester là-dessus. Des bonnes choses. On est d'accord. Et en tant que réalisateur, il ne fera pas grand-chose, mais il réalisera pour moi, je l'ai d'ailleurs pas vu, donc c'est un peu con de dire ça, mais un monument du cinéma zombiesque, à savoir le premier volet de la trilogie du Retour des morts vivants. Don O'Bannon, alors étudiant à l'Université de Californie du Sud, va co-scénariser une comédie de science-fiction, Dark Star, avec son ami John Carpenter, qui réalisera là son premier film. Cette expérience laisse à O'Bannon l'envie de faire un alien qui fasse vrai. Bon bah je coupe. Tu reprends? De quoi tu coupes? Non, tu coupes pas là, c'est... Eh oh, il y a l'autre moitié du texte à faire. Oh, tu rigoles, t'as vu ce que tu m'as fait Il y faire? a un grand L. L, c'est libellule, c'est Bah, pas un c'est toi G. qui les mets, les L, alors. Et bah justement, c'est- j'ai mis un L. Bon, bah, tu sors, l'aimes. sors du champ, ça va. Putain, Allô, t'as... professionnel quand même. C'est ça, Mince. toujours prêt à rien faire. Hein. Bon, tais-toi maintenant. Ça y est, oui. Oui. Merci. Plusieurs années après, O'Bannon décide de travailler sur une histoire qui soit plus portée vers l'horreur et assez similaire à Dark Star. D'ailleurs, il déclare à ce propos: Je savais que je voulais faire un film d'horreur. C'est un petit vaisseau spatial avec un nombre d'astronautes limité. Et des cookies. Oh, des cookies mutants. Putain, faut que j'ajoute le scénario. Par la suite, Dan O'Bannon écrira Memory. Non, pas le film, juste un script de 29 pages qui justement contiendra les premières images du film Alien à en devenir. L'histoire, toute basique, un vaisseau spatial, tout un équipage qui se réveille d'un hypersommeil parce qu'ils reçoivent une mystérieuse transmission, leur demandant d'aller sur une planète. Ceux-ci s'y rendent, évidemment, malheureusement le vaisseau spatial tombe en panne, et au moment de repartir, devinez quoi? Oh, c'est bizarre, il y a un alien dans la cale. Il y a un alien qui est venu avec nous. C'était pas prévu dans la mission. Vous sentez la merde immense qui va arriver?
Moi, oui. C'est en travaillant sur le film Dune qu'il va échouer à adapter que Dan O'Bannon va avoir l'idée de l'alien. C'est grâce au dessin de Jigger! Jigger quoi? Non, ça c'est un chicken. Ah oui, bien. Merci. Après cet échec, O'Bannon est un peu désespéré et peu fortuné. Il est accueilli par son ami Chaussette qui le pousse à reprendre le scénario de Memory. Ce dernier lui rappelle pour l'aider, dans son script, l'histoire d'un bombardier B-17 dont l'équipage sera attaqué par les Gremlins alors qu'il survole Tokyo. Tu sens au moins qu'il y a l'Asie qui est arrivée dans le texte, d'une façon ou d'une autre. Eh bien, ce texte-là, mélangé aux idées qu'il a eues dans Dune, mélangé au fait qu'il s'est inspiré de films du passé, que ce soit horreur ou science-fiction, tout ça va l'aider à écrire un script qu'il va réussir à mettre en place en 3 mois. En 3 mois, son script sera abouti. Passant de Memory, Je suis un film avec Denis Hooper, regardez-moi. c'est fatigant pour moi. Bref. Passant de Memory à Star Beast, en fait, O'Bannon préféra le titre Alien. Nos deux compères sont alors à la recherche d'un studio de production. Ils seront contactés par Mark Haggard, directeur de prod, qui leur trouvera une meilleure offre auprès de la jeune Brandywine Production. La Brandywine Production, enfin je suis gâtée, hein, je vous dis, bon, bref. Elle est en lien avec la 20th Century Fox. Par la suite, tout se fera de plus en plus chaotique. Bon, on ne peut pas tout décrire, hein, c'est beaucoup trop long et on vous décrit déjà beaucoup. Mais sachez que, d'un côté, Dan O'Bannon et son ami Sous-7, je sais que j'aime pas prononcer ça, et ben ils vont être en conflit avec Hill et Gilder. Pourquoi? Parce que ces deux derniers, ils essayent de modifier l'histoire. D'une part, parce qu'ils préfèrent ça à leur façon, et de deux, parce qu'ils veulent se l'attribuer, évidemment, vu que l'histoire est riche. Ce qui ne va pas marcher, évidemment, Dan O'Bannon aura au final gain de cause. Tant mieux. Et le souci, en plus, le deuxième souci, c'est que la 20th Century Fox, ils sont pas chauds pour faire ce film. La science-fiction, c'est pas une valeur sûre à l'époque. Donc à ce moment-là, on peut remercier La Guerre des Étoiles en 77, qui a fait un tel carton que les films de science-fiction, après, allez-y, on en prend à la pelle, on en prend, et ça rapporte du pognon, donc on en prend. Du coup, le film a pu se faire. Mais il y a eu plein de complexités. Regardez le vaisseau d'Alien, le Nostromo. Eh bien, avant, il s'appelait Léviathan. Et avant, il s'appelait Snark. On est content qu'il s'appelle Nostromo maintenant. C'est beaucoup plus joli. Mais bon, passons au cœur principal. Passons à l'histoire. Que raconte le film? Bonne question. J'ai raté du synopsis première. C'est toujours sympathique. Synopsis. Durant le voyage de retour du cargo spatial Nostromo, l'équipage est tiré de sa léthargie après 10 mois par l'ordinateur de bord ayant capté des signaux radio inconnus. L'équipage va donc vérifier sur une planète désertique s'il y a une vie extraterrestre. C'est alors que l'Argencaire est attaqué par une sorte de créature arachnoïde qui lui recouvre le visage. Après que ses collègues eurent réussi à le délivrer, le calme revient. Pas vraiment. Alors, Kerr est pris de convulsions et se retrouve éventré. Il voit son abdomen s'ouvrir et la créature sortir. Bref, le jeu du chat et de la souris peut alors commencer. Le film sera évidemment un énorme succès et va engranger la récompense. Oui, bien là, le trophée! Il aura du moins, bien évidemment, l'Oscar pour les meilleurs effets visuels. Quand on voit l'Alien, c'est juste pas étonnant. Mais il aura également 3 Saturn Awards, dont celui du meilleur film de science-fiction. Mais en 2002, il obtient
The Saint Graal. Tous les films ne peuvent pas avoir ça. Il est sélectionné par la National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès. Amen. Tout simplement parce qu'il va être conservé à titre esthétique, culturel ou artistique comme étant l'un des films les plus importants qu'on ait vus. Merci. En plus, le film aura 5 suites, plus ou moins convaincantes d'ailleurs. Alien 2, Alien 3, Alien, La Résurrection, Prometheus. Que moi personnellement j'aime beaucoup. Arrêtez de lui défoncer la gueule s'il vous plaît, ou expliquez-moi. Et Alien Covenant en 2017. Que j'ai pas vu, donc je ne pourrais pas en dire du bien ou du mal. Franchement, pas mal pour un petit film. Chapeau de nos bananes. Abordons maintenant le casting. Le rôle de Ripley devait être joué par Meryl Streep. Mais ce sera Sigourney Weaver qui aura le rôle. Elle deviendra alors une figure féministe majeure et emblématique du cinéma de genre. En effet, le film est d'ailleurs souvent évoqué pour être le premier film de science-fiction horrifique ayant une femme comme héroïne principale. Et quelle femme! Elle est belle! On retrouvera Sigourney Weaver dans des films comme SOS Fantôme, c'est plutôt drôle, comme elle me dit, Gorille dans la brume, un très beau rôle qui va vraiment bien lui aller. Il y aura aussi Avatar, évidemment, et on la retrouvera également dans la cabane, dans les bois, même si on la voit plutôt vers la fin. Tom Skerritt dans le rôle de Dallas. Dallas, ton univers impitoyable. Pas si impitoyable que ça, parce que je crois qu'on n'a jamais vu de la série. Mais cela ne l'empêchera pas d'apparaître dans des films ô combien intéressants, comme MASH, comme Top Gun, comme Poltergeist 3, comme Ted, comme dans Dead Zone. Des films sympas. Veronica Cartwright. Elle joue le rôle de Lambert. Mais elle est connue aussi pour avoir joué enfant dans La 4e dimension. Elle aura joué aussi dans Les Oiseaux, L'invasion des profanateurs, et un petit peu plus tard dans L'étoffe des héros et Candyman 2. Waouh, quelle carrière! Yaphet Kotto dans le rôle de Parker. Eh oui, bon, pas Tony Parker, mais un Parker très intéressant, qui a joué dans des films et séries sympas. On peut le retrouver dans L'affaire Thomas Crown, Vivre et laisser mourir. On peut également le retrouver dans La fin de Freddy, Running Man, voire même la série Homicide. Pas mal. John Hurt, qui joue le rôle de Kane, et qui donc meurt dès le départ, a joué dans 2 grands films. Il est connu pour avoir joué dans Midnight Express, Elephant Man, Harry Potter, V pour Vendetta et Doctor Who. Waouh, lui aussi, on peut pas dire. Ian Holm également, qui nous a récemment quitté malheureusement, jouait le rôle de l'androïde H. C'est un grand acteur qu'on a pu voir dans des films tels que Les Chariots de Feu, Le Festin nu, Le 5e élément, mais également la trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, où il jouait Bilbon quand il était le plus vieux. Harry Dean Stanton joue le rôle de Brett. Il est connu pour avoir joué dans des films sympathiques aussi. New York 1997, Christine, Sailor et Lula, La ligne verte, ok, et Rose Bonbon. Alors, je sais pas ce que c'est que ce film, c'est Goldie qui a trouvé ça kawaii, je trouve ça bizarre à côté des autres. Terminons avec Bolaji Badejo, un grand gaillard de 2,8 m qui a été trouvé un peu par hasard dans un bar. Ils ont vu un mec grand, ils ont vu un mec fin, ils ont vu un mec qui paraissait extensible. Eh bien, c'est tout simplement l'alien. Voilà. Il sera connu que pour ce rôle et n'apparaîtra que dans des films documentaires justement sur le film ou la saga Alien. Il nous quittera malheureusement à l'âge de 39 ans d'une drépanocytose qui est une maladie génétique liée au sang. Autant vous dire que Alien le 8e passager n'a pas volé son titre de cultissime film d'horreur science-fictionnelle. Oula, science-fictionnel, t'es sûr? Ouais, mon français, ma grammaire et le reste ne s'est pas vu trop violenté par cette phrase. Ah non, pas par celle-là. Alors il y en a eu d'autres là dans la vidéo.
C'est pas faux. Enfin bref. Précisons également que l'autre grosse figure, le Predator, sur lequel on aura sûrement l'occasion de se retourner, Bien a sûr. eu des crossovers, à savoir le sympathique Alien vs Predator et le plus bizarroïde et moins aimé Alien vs Predator Requiem. Le premier était très sympa, vous pouvez regarder le premier sans problème. C'est ça. Très clairement, le film, je ne peux que vous le conseiller, évidemment, car déjà, visuellement, il est beau. Il est très beau. L'alien, en plus, arrive vers la fin. On n'est pas sur un film de bourrin, mais sur un film de tension. Où justement, le jeu de la chasse à la souris nous permet de se dire, il est où, il va où, en plus, il est petit, il grandit, enfin... C'est vraiment un film de tension, un film d'angoisse qui a des aspects visuels en plus magnifiques. Oui, le développement de la créature, c'est quand même tout ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans. C'est- En fait, moi, ce que j'aime chez cette saga-là, c'est la créature, c'est une évidence, mais c'est son développement physique et surtout moral. Oui, Puisque au cours de la saga, on le retrouve en passager qui essaye de se défendre, on le retrouve en parent qui défend Oui. son enfant. Enfin bref, il y a une évolution aussi psychologique de la créature qui est quand même assez sympa. ce qui est assez pas mal quand on sait que c'est une bête. Il n'y a rien d'humain, elle. C'est vraiment... Je veux dire, un prédateur qui pourrait être plus réfléchi, C'est qui ça. pourrait se rapprocher plus d'un humain, lui c'est rien, c'est une bête, c'est une proie, ça protège, ça tue, ça sauve. Mais en plus, comme je vous l'ai dit, on a un sacré casting. Au passage, on a des Clairement. jeunes légendes à venir, comme des vieilles légendes comme John Hurt, qui sont plus sur leur fin et qui apportent leurs pattes. Et franchement, tout ça Et il y a mélangé, une Sigourney Weaver, Ah ce ouais. badass. tout ça fait de ce film un truc magnifique. Vraiment, faut le voir. Allez, tchuss. Crevez tous. Enfin, crevez-la surtout, faut voir le nombre de phrases qu'elle a ratées dans le... C'est hallucinant. Tu sais quoi? J'aurais une chose à te répondre. Oh, mais qu'adorant. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier.